Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle émission de 9 de 1 Partez, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. C'est l'émission sport qui parle de toute l'actualité sportive de notre territoire. Les amis, ce soir, c'est désormais la dernière émission avant la trêve estivale de cette riche saison même. Et ce soir, c'est aussi une émission particulière puisque c'est la dernière prise d'antenne de notre chère Justine. Alors ce soir, plus que jamais, je suis très heureux de retrouver toute mon équipe sur le plateau. Salut Justine, comment vas-tu ? Ça va, c'est un peu particulier comme émission tout en sachant que c'est la dernière pour le moment, mais ça va encore être une très belle émission et puis allons-y. Et oui, tout à fait, ça va être encore une très belle émission comme tu le dis Justine. Driss est également avec nous. Salut Driss, comment vas-tu ? As-tu la forme ? Ça va super. Voilà, là pour la dernière, on a eu une belle saison de sport, de suivre le sport de notre région, ça a été très agréable. Il y a eu pas mal de belles choses, débats aussi pour nos équipes, donc voilà, c'est le sport, c'est comme ça, donc c'était un plaisir d'être avec vous et voilà, on espère qu'on sera de nouveau là dès la rentrée. Ah oui, dès le mois de septembre, en effet, on sera de retour. C'est très vite là finalement, c'est très vite là. Au programme ce soir, une première partie, nous allons parler escalade avec un jeune athlète de la discipline et membre de l'équipe de France, Maël Grenier. Une deuxième partie avec les chroniques de Justine et Driss qui vont nous partager les dernières actualités sportives et les résultats de nos clubs savoyards ainsi que les rendez-vous à ne pas manquer. Et enfin, nous terminerons par un bilan de cette riche saison, comme vous l'avez souligné tous les deux, en rencontre, mais aussi nous prendrons le temps forcément de remercier notre chère Justine. Désormais, nous allons commencer cette première partie d'émission Accès Escalade avec un jeune membre de l'équipe de France, un jeune athlète, une pépite, Maël Grenier. Bonsoir Maël, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va très bien. Merci de m'avoir invité, c'est une première pour moi, donc ça va être super. Merci en tout cas infiniment d'être présent ici, chez nous, sur notre plateau, à Aix-les-Bains, le chouette plateau de Radio Grand Lac, ça nous fait très plaisir. Il n'y a aucun problème, c'est gentil à vous de m'inviter. Très très grand plaisir une nouvelle fois. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Du coup, je m'appelle Maël Grenier, j'ai 21 ans, je suis membre de l'équipe de France depuis maintenant 2 ans. En difficulté, il y a 3 disciplines en escalade, donc le bloc, la vitesse et la difficulté. Moi, je me concentre sur cette dernière en compétition, bien que je m'entraîne également en bloc. Je suis licencié au club de Chambéry Escalade depuis maintenant 3 ans. Parce que je suis venu à Chambéry pour mes études, parce qu'à côté, je suis également étudiant en STAPS. Je viens de finir ma licence STAPS il y a environ 2 mois. Et voilà, du coup, je fais de la compétition depuis un moment. J'ai commencé l'escalade il y a 10-11 ans. Et je suis à fond, je suis investi à 1000%. Ah, c'est génial, quoi. C'est génial. Au cœur du domaine, au cœur des montagnes, forcément. Du coup, je pense que forcément, tu t'es tombé dedans petit. Raconte-nous comment finalement tu as commencé cette pratique. C'est rigolo parce que moi, en fait, je viens pas du tout d'ici. Bon, pas du tout. Je viens pas si loin de là. J'habite à Vienne, au sud de Lyon, donc à environ 1h15, 1h30. Et en fait, quand j'étais petit, j'étais un peu hyperactif. Et du coup, j'ai touché à plein de sports et j'ai beaucoup fait de gymnastique. Et il se trouvait que dans ma salle de gymnastique, il y avait un mur d'escalade. Donc, bien sûr, j'ai essayé un jour. Et au fur et à mesure, je me suis investi progressivement et jusqu'à me retrouver un peu en sport-études en horaire aménagé au lycée. Mais cette fois, du coup, loin de chez moi, j'étais en internat. Et au fur et à mesure, d'échelon en échelon, j'ai commencé à faire mes premiers petits résultats un peu tardivement chez les jeunes, en junior. Et je me suis rapproché de Chambéry et c'est là que j'ai franchi un vrai cap où j'ai intégré l'équipe de France dès ma 2e année chez les seniors. Génial. Quand tu parles de franchir un cap, raconte-nous un petit peu, parce que c'est énorme. Porter le maillot, entre guillemets, tricolore, c'est au-delà d'une grande fierté, c'est aussi beaucoup de travail, d'abnégation, de sacrifice. Raconte-nous un petit peu. Carrément, moi ça a toujours été un peu un rêve pour moi en tant que grimpeur. Je me rappelle, quand j'étais petit, ça faisait pas longtemps que je commençais l'escalade et je regardais déjà des vidéos avec mon frère en me disant « je veux être là un jour », quoi. Et du coup, dans mes dernières années chez les jeunes, j'avais réussi à prendre une sélection pour une étape de Coupe d'Europe à Purs en Belgique. Mais réussir chez les jeunes, ça veut vraiment rien dire. Et du coup, il y a quand même un gros cap à passer quand on passe chez les seniors. Et du coup, j'ai multiplié tout mon investissement. Je me suis rapproché du coup de Chambéry, qui est le meilleur club français. On est passé 2e club français depuis, mais quand je suis arrivé à Chambéry, on était le premier club français. Je me suis rapproché, j'ai construit un petit peu un staff avec une préparatrice mentale, quelqu'un qui m'accompagnait lors de mes séances, un préparateur physique, un entraîneur.
Et après, vu que l'escalade, c'est un sport vraiment d'adaptation. On n'a que un essai par voie et c'est des voies qu'on découvre le jour J. Donc il y a vraiment une grande part, c'est savoir s'adapter. Et je pense que j'ai vraiment franchi un cap en me déplaçant dans beaucoup de salles pour à chacune de mes séances découvrir en fait, apprendre à m'adapter en fait. Et du coup, quand je sois en situation de compétition et que je dois m'adapter, que je sache le faire. Et je pense que c'est vraiment un truc qui m'a fait franchir un gros cap et qui m'a petit à petit ouvert les portes de l'équipe de France. Et quand tu dis un essai, c'est un essai d'échauffement ou réellement le jour J, juste tu repères en étant sur terre et ensuite tu as un essai réel comptabilisé? Alors en fait, on a 6 minutes de lecture tous ensemble. Où en fait on est en bas du mur, on a nos jumelles et on peut un petit peu regarder. Et après on retourne tous dans une salle qu'on appelle la salle d'isolement. Donc on est caché, on ne voit pas les autres passer. Et on passe tour à tour dans la voie, et après l'objectif c'est de monter le plus haut possible avec seulement les informations qu'on a recueillies du sol et dont on a discuté après en isolement tous ensemble. Donc c'est un peu étonnant, et je pense que ça peut être étonnant pour les gens venant d'autres pratiques sportives. Donc pendant la lecture on a l'impression qu'on est presque tous ensemble parce qu'en fait on lit, on se partage les méthodes, on se partage les astuces, et après par contre c'est chacun pour soi et c'est celui qui monte le plus haut quand on passe sur le mur. Tu peux nous parler un peu de ton rapport avec le danger, le vertige, etc. Je sais que c'est pas fait pour tout le monde l'escalade. Par exemple, moi, je sais que j'aurais un peu de mal. C'est en salle ou souvent dehors? Ouais, c'est toujours en salle. Les compétitions, avant, il y avait des compétitions en extérieur. Mais depuis quelques années, même depuis qu'on va dire que j'ai un peu commencé, il y a plus de compétitions officielles dehors parce que pour toutes les problématiques environnementales, de détérioration du milieu. Et il y avait aussi une problématique de si les compétiteurs avaient déjà grimpé auparavant les voies qui étaient dehors, ils pouvaient avoir des problématiques un peu de tricherie. Du coup, c'est tout le temps en salle. Et en fait, moi, j'ai jamais eu vraiment le vertige. J'avoue, je pense que la gym, ça m'a beaucoup aidé un peu là-dedans, apprécier les hauteurs, connaître bien son corps. Mais c'est sûr que faut être un peu à l'aise avec tout ça. Et après, c'est beaucoup au fur et à mesure. Maintenant, shooter en escalade, ça ne me fait absolument plus rien. C'est vraiment la routine. Mais je me rappelle quand j'étais petit, les premières fois que je grimpais dehors un petit peu, j'étais un peu insouciant et je disais que j'allais dans les voies. Et au bout d'un moment, j'avais peur. Et mon entraîneur, il attendait en bas sans rien dire, jusqu'à ce que, je me mettais à pleurer. J'arrêtais jusqu'à ce que j'avais plus d'énergie dans les bras et je tombais. Et en fait, je me rendais compte qu'il se passe pas grand chose. Et en fait, ça se passait bien et je repartais parce que j'adorais ça. Mais les premières fois, au début, t'as peur et au fur et à mesure, tu t'habitues et ça devient la routine comme toute autre activité, quoi. Donc un sport qui a été fait pour toi, du coup. Ouais, je pense que c'est un sport qui était plutôt fait pour moi, ouais. Même si j'ai pas des prédispositions, on va dire physiques, on va dire, j'ai pas une grande allonge par rapport à mes bras. Par exemple, c'est une des aptitudes qui est quand même intéressante à avoir. Mais par contre, au niveau de l'attrait que j'ai pour le sport, ouais, c'était un sport qui était fait pour moi. Et le minimum, bien sûr, c'est de pouvoir soulever son propre poids dans ce genre d'exercice. Carrément, il y a un des facteurs dans l'escalade, c'est le poids. On parle souvent du rapport poids-puissance. Du coup, c'est d'ailleurs une des problématiques dans nos sports. Il y a beaucoup de problèmes un petit peu au niveau de la nutrition, tout ça. Mais comme on l'a dit, il y a poids et il y a puissance. Du coup, il faut trouver un compromis entre avoir un poids qui est intéressant pour l'escalade, mais en même temps être en bonne santé pour pas que ça soit malsain, et en même temps avoir de la puissance pour pouvoir faire des mouvements difficiles dans les voies ou les blocs proposés. D'accord. Parlons un petit peu des prérequis finalement physiques, comme tu l'as un petit peu évoqué, avec ce lien forcément assez étroit avec la nutrition. Dis-nous en plus. La nutrition, je pense que elle rentre un petit peu en compte, mais très tardivement en fait. Je pense que c'est une des erreurs un petit peu qui est beaucoup fait dans le monde d'escalade, c'est qu'on en parle beaucoup trop tôt. Mais je pense que en fait, il y a plein d'aptitudes physiques, mais qu'il y a beaucoup de choses qui sont palliables avec la technique. L'escalade, c'est un sport où en fait il n'y a pas un profil type de personnes qui performent. Il y a des grands, des petits, des très musculés, des très fins qui marchent, et c'est aussi ce qui est intéressant, ce qui fait que le sport il est hyper riche. Mais après, en termes de pure aptitude physique, je dirais quand même que la force au niveau des doigts, c'est prédominant. Bien sûr, parce que t'as beau faire ce que tu veux avec ton corps, si tu tiens pas la prise, tu ne pourras pas avancer. Et après, je pense qu'il faut être endurant pour la discipline qui est la difficulté, puisque c'est quand même des voies qui font environ une quinzaine de mètres. Ah oui. Et ouais, un petit peu. Et après, je pense que dans pas mal de passages, la souplesse c'est vraiment important parce que ça permet de délester pas mal d'appui qu'on a au niveau des mains, de bien placer son centre de gravité, tout ça, et au final de s'économiser.
Ah oui, bien sûr, c'est tout un art, forcément. C'est assez beau, finalement, à regarder les compétitions d'escalade. D'ailleurs, il y en avait une il n'y a pas très longtemps à Chamonix. Carrément, il y a eu, je pense, le record de public avec a priori, 18 500 tout à fait. spectateurs. Donc finalement, c'est chouette. Je pense aussi cette affluence et cet engouement. Carrément, on sent que ça monte là dans ces dernières années. Il y a plein de salles qui ouvrent, il y a de plus en plus de pratiquants, et donc je pense que c'est bien, parce que c'est un sport qui est génial, et en plus ça c'est bon pour le sport, ça fait de la visibilité, tout ça. Donc j'espère que ça pourra continuer de se développer et qu'on en vivra mieux. Bien sûr. Raconte-nous un petit peu tes entraînements. Comment ça se passe une semaine type? Si on te suit, à quoi ça ressemble? Ça dépend vraiment du moment de la saison, on va dire. Il y a des moments où c'est vraiment très intense, notamment durant un peu la partie d'entraînement hivernale. Du coup, je dirais que je m'entraîne pendant cette partie environ 6 fois par semaine, dont je dirais 1 à 2 fois en bi-quotidien. Et du coup, là, moi, ma vie, elle va un petit peu changer parce que vu que j'ai fini ma licence, je vais pouvoir me consacrer 100% à l'escalade. Au moins pendant 1 an, je vais voir comment ça se passe. Mais jusqu'à maintenant, j'avais l'école à côté, l'université. Du coup, j'avais de la chance parce que j'avais mon emploi du temps qui était un petit peu aménagé. J'avais j'avais des dispenses d'assiduité qui faisaient que j'étais pas obligé d'aller en cours, même si j'avais les mêmes évaluations que tout le monde. Et du coup, j'organisais un peu mes journées comme je voulais, mais globalement, le matin, la plupart du temps, j'allais en cours. Et après, l'après-midi, j'avais une bonne séance d'entraînement. Souvent, il y a quand même pas mal de mobilité pour justement ce que je parlais de la part d'adaptation. Du coup, je bouge pas mal entre Chambéry, Grenoble, un petit peu la Suisse et Genève, et même de temps en temps Valence quand j'ai un petit peu de temps. Il y a notamment le pôle près de Grenoble à Voiron, où on s'entraîne régulièrement. Et du coup, quand c'est un peu en bi-quotidien, le matin, je fais une première séance, je rentre, et si je peux, je fais une sieste pour récupérer, et je fais une deuxième séance le soir. On essaie de prioriser un peu les séances de force le matin, où il faut être vraiment frais nerveusement, et après, dans les séances du soir, être un peu plus sur le spécifique, donc vraiment dans la gestuelle, tout ça. Et quand c'est une séance, souvent c'est une grosse séance qui dure environ 3-4 heures, ça dépend. Ah oui. Ok. C'est un vrai travail de lucidité, du coup, j'imagine, sur les fins de journée. Oui, c'est ça, carrément. Et de toute façon, c'est ça, on retrouve un petit peu le même fonctionnement dans nos sports, dans les fins d'essai, quand on est vraiment fatigué après une quarantaine de mouvements. C'est là que la lucidité elle rentre, qu'il faut s'appliquer sur sa grimpe, bien se placer et être vraiment lucide pour faire les mouvements sans erreur et justement pouvoir rester le plus longtemps possible sur le mur. Du coup, on essaie de faire ça à l'entraînement et ça se reproduit en compétition. Alors, hors le sport pur et dur, j'ai un vrai plaisir à suivre Hit the Road, par exemple, sur YouTube, qui propose des vidéos de grimpe pour le plaisir. Est-ce que toi, ça t'arrive, même s'il faut pas l'encourager? Je sais que des fois, ils peuvent escalader des endroits un peu plus sécurisés et où on n'a pas le droit, mais est-ce que ça t'arrive quand même de monter des endroits pour le plaisir où t'es que ciblé sur le sport en lui-même? Hit the Road, c'est la chaîne un peu de parcours. Ouais, exactement, mais sauf qu'il y a pas mal d'escalade de bâtiments, par exemple à la Défense, etc., même si c'est pas très conseillé, on encourage personne. C'est déconseillé, on peut le dire, mais moi je fais jamais dans justement dans des milieux urbains comme ça. Après, moi l'escalade, avant d'être un peu mon activité en tant que sportif de niveau, c'est clairement ma passion. Donc déjà dans nos semaines type d'entraînement, il y a des séances, on va dire qu'on appelle des séances de grimpe libre un peu, où en fait on fait que de l'escalade entre copains et tout. C'est un sport qui est quand même vraiment convivial. Et après, en hors-saison, on grimpe pas du tout en compétition. Là, par exemple, je suis en hors-saison. Et je fais un petit mix entre mon entraînement personnel et des séances dehors. On grimpe en falaise. Notamment, là, j'ai une falaise que j'adore à Yenne, qui est vraiment hyper bien. Je vais au Pic Saint-Loup, près de Montpellier, la semaine prochaine, grimper pareil en falaise. Et donc, on alterne un petit peu pendant tout le temps entre un petit peu d'entraînement vraiment à fond, notamment là, quand je parlais en hiver, et des périodes un peu plus light, notamment en hors-saison, où là, on grimpe plus pour notre plaisir. Excellent. Tu peux nous parler un petit peu finalement de comment s'articule la saison en escalade? Tu le disais un petit peu, donc l'hiver, c'est là où tu fais tes blocs d'entraînement assez intenses. Et ensuite, j'imagine, compétition au printemps. Exactement. Du coup, au niveau national, la saison, elle se combine. La première partie de la saison, jusqu'à février, je dirais, c'est le bloc. Et du coup, nous, pour les grimpeurs de difficulté, c'est notre saison où on se prépare. Et après, la deuxième partie de la saison, elle se consacre à la difficulté. Et du coup, je dirais de mi-février, début mars, jusqu'à fin mai au niveau national. Et après, s'ensuit les échéances internationales. Donc, les premières échéances internationales, elles commencent un peu plus tôt. Je dirais qu'elles commencent vers mi-avril. Et après, ça continue jusqu'à les championnats du monde jusqu'à fin septembre à Séoul.
Et ensuite, trêve, entre guillemets, enfin une trêve, une pause, entre guillemets, en tout cas, avant de repartir sur une belle saison, quoi. Exactement. En fait, plus t'es performant, plus ta saison dure longtemps. Du coup, ceux qui vont jusqu'au bout, ceux qui vont jusqu'au championnat du monde à Séoul, c'est ceux qui ont été le plus performants et du coup leur trêve est un peu plus tardive. Ceux qui ont eu pas toutes les échéances internationales, ceux qui n'ont pas été sélectionnés pour toutes les compétitions, ils s'arrêtent un petit peu plus tôt et du coup ils recommencent l'entraînement un petit peu plus tôt généralement. Ok, oui, en effet, donc ça reste quand même rythmé, quoi, comme sport. Tu nous parlais également du coaching mental. Dis-nous en plus. Finalement, c'est tu travailles tout ce qui est ancrage, tout ce qui est optimisation. En quoi finalement le coaching mental, pour toi en tout cas, pour ta pratique, vient renforcer tout ça? Moi, je pense que ça m'aide beaucoup au quotidien. Je pense que ma préparatrice mentale, c'est à la fois une préparatrice mentale et à la fois un peu une psychologue pour moi. Donc, je lui parle un peu de tous mes problèmes et donc c'est un soutien au quotidien. Et après, je pense, moi, j'ai un peu des problèmes à avoir les idées un peu bien centrées et à être vraiment 100% dans l'instant présent. Et c'est une des, voire la qualité primordiale quand on doit grimper avec un seul essai. Du coup, moi, j'ai vraiment... je travaille vraiment là-dessus avec ma préparatrice mentale. Et après, il y a un peu des choses, c'est comme un peu dans tous les sports, donc des choses de confiance en soi, d'estime de soi, de savoir se préparer pour les grandes échéances. Et du coup, un peu de se préparer sur tous les à côté, on parle un peu de tout. Ok, assez large, quoi, finalement. Carrément, mais c'est vraiment une aide importante. Je voulais parler un peu plus techniquement. J'ai une question par rapport à la poudre que vous utilisez sur les prises. À quoi elle sert réellement et ça vous fait bénéficier sur quel aspect? Alors la poudre, justement, c'est ce qu'on appelle la magnésie. Donc en fait, ça nous empêche de suer au niveau des mains. Donc comme tu le vois, là on a tous un peu les mains qui poissent un petit peu et donc c'est pas l'idéal pour grimper sur les prises qui sont faites en résine. Mais par contre, il faut pas qu'il y ait trop de magnésie sur les prises parce qu'au fur et à mesure, elles s'accumulent. Et donc, on utilise des brosses à magnésie. Et donc, on brosse les prises, ça ressemble à des énormes brosses à dents, en fait. Et on brosse les prises comme si on passait le balai. Et en fait, ça enlève le surplus de magnésie et qui permet d'améliorer notre friction sur le mur. Donc, en fait, ça sert juste à maximiser notre friction avec le mur. Donc, il y a un meilleur grip ou... Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est excellent. Excellent. Parle-nous également de ta saison qui vient finalement de se dérouler, la saison 2024-2025. Alors, moi, il faut savoir que j'ai une saison un peu compliquée parce que du coup, je n'ai pas réussi à reprendre ma sélection en équipe de France que j'avais pris pour ma deuxième année chez les seniors. J'en suis pas passé loin, mais je dirais que j'ai eu des vrais problèmes au niveau de ma régularité un petit peu dans mes essais. J'ai eu des très bons essais où j'arrivais à me placer dans les meilleurs Français, mais aussi des essais vraiment moins bien où pour le coup j'étais plus loin dans le classement. Et aussi j'ai eu un problème majeur un petit peu que j'aurais pas pu prévoir, c'est que j'ai eu la mononucléose en début de saison à un mois avant les grosses échéances. Du coup ça m'a quand même mis une grosse épine dans le pied et du coup la première échéance qualificative j'étais totalement absent. Et du coup malgré ça j'ai quand même réussi à faire une finale au championnat de France pour la deuxième année consécutive, donc ça j'en suis quand même hyper fier. Mais cette année, les championnats de France, c'était pas l'étape qualificative pour l'équipe de France. Et du coup, ce résultat, il a pas suffi pour me sélectionner à l'international. C'était plutôt tout au long, plutôt à la régulière, et non sur une étape de sélection. Il y avait deux étapes sélectives. Donc une première étape mi-mars à Valence et une deuxième étape fin mai à Voiron. Okay. Et donc justement à la première étape mi-mars, j'étais totalement absent parce que j'étais encore un petit peu malade, même si bien sûr faut pas remettre tout là-dessus, j'aime pas avoir des excuses comme ça. Et la deuxième étape mi-mai, j'étais un peu plus en forme et là j'ai quand même vraiment manqué de régularité. C'est vraiment un des problèmes de ma saison, c'est que je mettais souvent un peu un bon essai sur deux, donc il y avait des essais ou des très bons essais. Par exemple, si on prend ma compétition des championnats de France, en compétition en qualification, on a toujours deux voies de qualification. Et donc il y a une voie de qualification où je fais deuxième français et il y a une voie de qualification où je fais avant-dernier français parce que je tombe tout en bas. Et donc je me qualifie de justesse en demi-finale, mais en demi-finale j'ai réussi à mettre un bon essai qui me place dans les meilleurs français, donc j'ai pris ma place en finale. Et à nouveau en finale j'ai mis un très bon essai et donc très mauvais essai, excusez-moi. Et donc je tombe dans les derniers de la finale. Et donc voilà, c'est gérer ça et en même temps que ça ne justement c'est quelque chose que j'ai essayé de travailler avec ma préparatrice mentale, que ça ne te rentre pas un peu dans la tête. Que si une compétition, tout le temps à chaque compétition tu fais un bon essai, un mauvais essai, un bon essai, un mauvais essai, il y a une petite spirale qui rentre dans ta tête et c'est compliqué d'en sortir. Donc ça par exemple c'est quelque chose que j'ai travaillé avec ma préparatrice mentale. Pour être prêt finalement dans quelques mois pour attaquer la future saison. Ah ouais, carrément, justement c'est une saison en plus auquel je vais m'investir à 100% parce que justement je fais le choix de
de m'investir pleinement sans l'université à côté. Et je fais le choix également de bouger. Je vais notamment changer d'entraîneur et avoir un entraîneur parisien. Ok. Et justement de faire une sorte de fonctionnement en alternance avec 10 jours par mois sur Paris et le reste du temps par ici pour justement essayer de maximiser mon entraînement et de tenter quelque chose de nouveau. Tu sais un petit peu déjà tes objectifs majeurs? J'imagine forcément jouer les sélections France. Bah, Forcément, j'imagine. Carrément, sur le très long terme, bah, bien sûr, j'aimerais bien aller au JO, même Ouais. si à l'heure actuelle, faut être honnête, j'en suis très loin. Et donc, à plus court terme, oui, mais ça va passer par reprendre sa sélection en équipe de France et reprendre sa sélection pour l'intégralité de la saison. Donc, pas juste s'arrêter en juillet, mais aller vraiment jusqu'au bout, donc Au max. au maximum, exactement. Et après, dès la saison prochaine, j'aimerais bien réaliser ma première demi-finale en Coupe du Monde. Je n'avais pas réussi l'année dernière, je l'avais fait uniquement en Coupe d'Europe. Et ce serait déjà une première étape. Et après, progressivement, de continuer là-dessus jusqu'à, si tout se passe bien, prendre ma sélection pour les JO. Tu peux nous en dire plus au niveau de la sécurité? Parce que finalement, c'est un sport qui est, comme tu le disais, où vous montez à 15 mètres. 15 mètres, c'est pas anodin. Et en effet, c'est vrai que vous apprivoisez assez bien ce côté chute. Mais mine de rien, j'imagine que la Fédé, elle impose certaines règles de sécurité. Bah, on dit que l'escalade c'est un sport extrême, mais j'ai envie de dire que l'escalade c'est pas dangereux si on fait toutes les choses dans le bon ordre et on respecte bien les règles finalement. Du coup en fait c'est des règles de routine un petit peu quotidiennes quoi. On appelle le double check entre l'assureur et le grimpeur Ah oui. pour bien vérifier que tout est bien mis. Après quand t'es assureur c'est un peu ton rôle de regarder que ton grimpeur réalise bien tous les clipages on place la corde dans des points de sécurité un petit peu. Mhm. Donc c'est le rôle de l'assureur un petit peu de regarder tout ça. Et après en fait oui, c'est un peu des règles des gestes qu'on a appris au quotidien, mais que en fait bien sûr rien n'est toujours acquis, donc il faut toujours être concentré, mais en fait si on réalise toutes ces règles, l'escalade ça a rien d'un sport extrême, encore plus en salle. Encore quand en fonction des types de pratiques ça peut être plus ou moins dangereux, mais en escalade comme on le pratique en compétition, il y a plus ou moins aucun risque. Il est vrai que les infrastructures sont quand même assez magnifiques. C'est vrai qu'on en a quelques-unes dans le secteur. Et c'est vrai qu'il y a quand même des sacrément belles salles. C'est vrai que ça donne envie parfois. Parle-nous également forcément, j'imagine que tu as des partenaires, peut-être. Raconte-nous un petit peu parce que donc désormais tu as un statut d'athlète professionnel. Raconte-nous un petit peu est-ce que la Fédé met des choses en place? Est-ce que c'est toi de ton côté, tu le disais avec tes entraîneurs, ton staff? Comment tu articules tout ça? Alors je dirais que j'ai pas encore le statut d'athlète professionnel, je dirais plutôt semi-professionnel. Ouais. Je dirais que c'est cette année, on va dire que j'ai commencé à mettre l'accent un petit peu sur mes partenaires. Donc moi je suis un athlète qui est pas encore beaucoup suivi, je commence à avoir des premiers partenariats avec des marques, notamment une marque de chaussons, notamment une marque un petit peu de textile. Et même un équipementier. Les contrats ils sont pas encore fixés, donc je vais pas citer les marques aujourd'hui. Et après au niveau de la fédération, ils ont récemment mis en place une plateforme qui s'appelle Soutiens ton sportif, qui permet en fait de permettre aux athlètes de mettre en place des cagnottes pour recevoir des dons. Donc d'ailleurs, si je fais un peu un appel aux dons pour me soutenir dans mon projet sportif. Et donc cette plateforme, elle permet de faire de la défiscalisation pour les entreprises et également de nous soutenir, nous athlètes. Et après, j'ai aussi de la chance d'être bien accompagné, d'être bien entouré au niveau de mes parents qui peuvent me soutenir. Et c'est un peu un équilibre entre tout ça, mais c'est sûr que l'escalade, c'est un sport qui est à l'heure actuelle quelque peu précaire. Et encore plus quand on est, on va dire, comme moi, semi-professionnel, à la limite entre vraiment passer professionnel et vraiment réussir à en vivre. Et en même temps à la limite de pas avoir de gros moyens financiers. Et même en ayant un statut professionnel, j'imagine que ça reste assez précaire finalement. C'est encore en marge d'amélioration. Carrément, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. C'est cool, c'est de voir un peu tout ce développement qui arrive avec l'escalade et qui va sûrement permettre aux athlètes de mieux en vivre. Mais à l'heure actuelle, c'est compliqué. Il y a des petits soutiens de la fédération, il y a des petits soutiens au niveau des clubs. Chaque année, là, le club de Chambéry Escalade, il nous verse un petit peu une petite somme d'argent pour qu'on puisse concourir et faire de notre mieux avec notre projet sportif. Mais après, c'est vraiment en fonction des partenaires, des contrats qu'on arrive à avoir avec les partenaires. Et donc certains, ils commencent à avoir des vrais contrats, mais pour la plupart, c'est quand même un peu compliqué. Ah oui, j'imagine, ça reste très rudimentaire, ouais. Exactement. On est sur un très beau territoire, sur le territoire de Grand Lac, qui regroupe 28 communes. Parle-nous un petit peu de tes spots d'escalade extérieure.
qui te font assez vibrer. Parce que surtout qu'il y en a un paquet avec la vue sur le lac, mais pas que. Raconte-nous un petit peu. Justement, mon spot préféré, c'est pas un spot avec la vue sur le lac. Justement, j'en parlais tout à l'heure à Yenne, Oui. donc la balme de Yenne. C'est une grosse grotte où il y a plein de voies vraiment très dures. Donc qui commence à un niveau relativement facile. Je pense que la première voie c'est du 6B, mais globalement c'est intéressant pour je pense qu'il y a une 60aine de voies dans le 8e degré si on peut vous représenter un peu les cotations d'escalade, donc c'est rare. Et comme c'est proche de la maison, c'est vraiment très pratique. Et après il y a des sites qui sont hyper beaux, notamment la Chambotte là je pense avec la vue sur le lac. Et après il y a d'autres sites un petit peu moins célèbres. Notamment il y a un secteur qu'on appelle Bévreau là qui est un petit peu dans les Bauges, qui est vraiment intéressant. C'est un gros panneau incliné à 45 degrés qui est vraiment joli. Ah oui, quand même. Et on a une belle vue sur le lac de la Tuile aussi, c'est vraiment joli. Ouais, ok. Et donc je dirais que c'est un peu les 3 sites sur lesquels je tourne dans les environs. Et du coup, tu prends toujours plaisir, j'imagine, malgré que tu t'entraînes quasiment tout le temps en salle. Ça doit être assez sympa finalement de temps en temps de décrocher un petit peu les infrastructures et puis de revenir un petit peu aux bases finalement, parce que l'escalade à l'origine finalement c'est parti de l'extérieur. Ah bah oui, carrément. Ah bah oui, ça fait toujours du bien, surtout qu'en plus la plupart du temps quand on grimpe beaucoup dehors, ça signifie un peu qu'on est dans notre intersaison, et donc c'est quand même des temps qui sont un peu plus cool pour nous, où on a un peu moins de pression. Donc et en plus juste être dehors, moi j'avoue que depuis que je suis à Chambéry, c'est quand même un vrai moyen d'être un peu équilibré dans ma vie, de sortir dehors, de prendre du temps. Je me suis récemment mis au parapente pour être capable juste de prendre de la distance avec mon sport et pas faire que de l'escalade dans ma vie. Donc ouais, c'est vraiment super de venir grimper dehors de temps en temps, et ça permet d'être plus équilibré, de savoir pourquoi on fait ça en fait. Bien sûr. Et est-ce que tu as des gros projets en tête du style, je sais pas, gravir un sommet particulier, je sais pas, en France ou dans le monde, un petit peu quand même à l'exergue et assez dantesque, non À l'heure actuelle, moi je fais peu d'alpinisme, donc on parle pas trop de sommet ou de choses comme ça. Ouais. Je dirais que la pratique que j'ai dehors, ça ressemble presque à une pratique un petit peu compétitive. Donc on parle de Quen, donc c'est des voies d'une seule longueur en fait. Et les grandes voies. Oui, Ouais. si on pourrait faire la comparaison avec des grandes voies. Donc des grandes voies, c'est plusieurs longueurs qui s'accumulent et qui peuvent aller de 0 à, on va dire, presque 1000 mètres. Alors que de la Quen, c'est en une seule longueur et qui vont de 0 à 40 mètres, on va dire. Ok. Et donc, moi, j'ai des projets justement en Quen qui vont dans des niveaux de difficulté plutôt élevés. Là, je travaille un 9A+, là, justement, au Pic Saint-Loup, près de Montpellier. Et après, j'ai plusieurs voies proches du 9A, là, à la Balme, que je travaille. Mais après, par contre, plus tard, j'ai vraiment envie de me diversifier, de tester, de me concentrer sur d'autres formes d'escalade. On a la chance d'avoir un sport qui est hyper divers, avec plein de disciplines. Et donc, j'aimerais bien faire de la grande voie, même des projets durs en grande voie, d'aller faire de l'alpinisme. Ouais. Pourquoi pas même combiner, tout à l'heure je parlais du parapente, combiner un peu des projets en alpinisme et descendre en parapente, ou des projets en grande voie et descendre en parapente. Je pense qu'il y a plein de combinaisons qui sont hyper intéressantes, et je me laisse la chance de le découvrir un peu plus tard. Et concrètement, tu nous parles de cotation. Quelle est la cotation max? Parce que tu nous parles de 9A, qui me paraît déjà immense et assez difficile à réaliser. Quelle est la cotation max qu'on puisse faire en France actuellement? Alors, la cotation maximum dans le monde, c'est 9C, mais il y en a très peu. Ouais. Et en fait, c'est compliqué de trouver des voies qui sont très très dures et en même temps pas impossible. Du coup, en fait, il y a peu de voies qui ont été gravies et qui ont la cotation de 9C. Après, la barrière du 9e degré, c'est quand même une barrière vraiment symbolique du très haut niveau. Et après, par contre, il y a des différences de cotation entre le bloc et la difficulté. Ouais. En bloc, le niveau maximum, c'est 9A. Oui, donc c'est déjà costaud, quoi. Ok, top. Non, mais en tout cas, bravo. Tu nous as éclairé, en tout cas, et mis en lumière sur cette chouette discipline. Merci beaucoup. Qui, à mon sens, va encore davantage évoluer, comme on le disait, avec notamment la dernière compétition à Chamonix, mais pas que, voilà, qui amène du monde, qui est retransmis via les chaînes de sport TV, etc. Donc, en tout cas, c'est chouette. Je pense que c'est une chance, en tout cas, pour toi, d'être jeune pépite dans ce sport qui est en vogue, en tout cas. Donc, en tout cas, écoute, un grand merci, Gaël, d'être venu à nos côtés aujourd'hui pour mettre en lumière ta passion. Quelle escalade. Bravo pour ce que tu fais. Et puis, en tout cas, on te souhaite plein de réussite pour la suite. Merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli. C'était une super expérience. Merci à toi, chers amis. Nous lançons une pause musicale et
Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. De retour dans l'émission 9-2-1 partez après une première partie escalade avec le jeune Maël Grenier, où ça a été vraiment très intéressant. On a pu balayer et mettre en lumière une discipline qui est vraiment en vogue, où il faudra suivre ça avec attention pour les années à venir en tout cas. Nous poursuivons l'émission avec les chroniques de Justine et Driss. Justine, tu voulais nous parler de l'entente sportive aixoise pour commencer. L'entente Savoie. Oui, excusez-moi, pardon. C'est vrai qu'il y a une entente, qu'il y a une fusion, c'est vrai. Ce week-end, ça marquait la dernière compétition nationale de la saison en athlétisme. Ah oui. Et pas moins de 18 athlètes ainsi que 3 relais de l'ESA étaient en lice. Et ils n'ont pas démérité, à commencer par une superbe médaille d'argent pour Gabin Guercy au lancer de disque chez les juniors grâce à un jet impressionnant à 56 mètres 19. Sur le 10 000 mètres marche, Léonie Indermit signe un nouveau record personnel en 53 minutes 42 secondes et décroche une belle 7e place en finale. Du côté sprint, Priscilla Pegas-Toquet réalise un très beau 12 secondes 18 sur le 100 mètres. Tout proche de son record personnel. En hauteur, Margot Mahé termine 6e de la finale avec un saut à 1m62, tandis que Antonin Cortés se classe 7e avec 2m04. Côté haies, Emma Hachet chez les cadettes réalise un excellent 14 secondes 59. Et Lénie Pavlovitz, vous m'excuserez si le nom est mal prononcé chez les juniors, signe un 13 secondes 83 en demi-finale. Malheureusement, il a été disqualifié en finale. Mais ce n'est que partie remise, il a tout le temps. Et du côté des relais, chez les U18, les garçons Gabriel, Luc, Loris et Andreas terminent 3e de leur série en 43 secondes 36. Et les filles Lia, Yelena, Emma et Lily prennent la 4e place en 48 secondes 60. Et enfin, chez les U20, le relais composé de Lénie Pavlovitz, Jade, Priscilla et Léna finit 6e en finale avec un chrono de 48 secondes 02. Donc bravo à tous les athlètes pour ces superbes performances, malgré en plus une météo qui était capricieuse ce week-end. La saison pour eux, elle a été intense, mais maintenant c'est le moment de souffler entre 2 petites saisons et puis ils vont revenir encore plus performants l'année prochaine. Effectivement, une très belle saison en tout cas, encore un grand bravo à eux. L'escalade avec une jeune pépite locale. Bah oui, Maëlle doit la connaître. Ce week-end à Bologne se tenait une étape de la Coupe d'Europe jeune de difficulté. Une grimpeuse bien connue de chez nous a frappé fort. Louise Pouechiazid, faisant partie du club des ambassadeurs aixois, a remporté l'or chez les U19. Déjà repérée pour ses résultats en bloc au niveau national et européen, la jeune athlète d'Aix-les-Bains a tout juste 17 ans, prouve qu'elle est aussi redoutable en difficulté, avec une belle régularité tout au long du week-end et une finale parfaitement négociée. Elle monte sur la plus haute marche du podium. C'est aujourd'hui l'une des grimpeuses les plus prometteuses au niveau de la jeunesse. Sur les jeunes, c'est l'une des plus prometteuses et cette nouvelle médaille d'or ne fait que confirmer son potentiel. Donc bravo à elle pour cette victoire. Et puis à toute l'équipe de Chambéry Escalade aussi, parce qu'ils forment pas mal de jeunes talents au haut niveau. Oui, a priori, c'est un club à suivre, a priori. Ce n'est que le 2e meilleur de France, dit-il. Du wakeboard également. Et oui, ce week-end à Espiet, près de Bordeaux, se tenaient les championnats de France de wakeboard. Et c'est Emma, membre elle aussi du club des ambassadeurs sportifs aixois, qui a remporté pour la 2e fois le titre de championne de France senior féminin. Elle est licenciée à Ex-and-Ride Ski Nautique Wakeboard et elle a dominé la finale avec un run apparemment parfaitement maîtrisé. Je l'ai pas vu, mais j'aurais aimé. Combinant figure technique, fluidité et amplitude. À ses côtés, plusieurs jeunes du club se sont aussi illustrés. On retrouve Sacha en catégorie U14 qui décroche une superbe 2e place chez les garçons. Ange chez les juniors qui prend la 3e marche du podium, confirmant une progression prometteuse. Et Rose chez les U18 qui remporte elle aussi une belle médaille d'argent. Félicitations à tous ces athlètes qui nous prouvent encore une fois que qu'Aix-les-Bains fait naître
de nombreux sportifs de haut niveau. Et oui, décidément, le club des ambassadeurs aixois performe et en tout cas, on est très fiers en tout cas. Bravo. Ça c'est Bravo sûr. à eux. Merci Justine pour cette excellente chronique qui met en avant la dynamique événementielle sportive de nos territoires. Driss, c'est à toi avec forcément un événement national incontournable qui se passe actuellement, qui est le Tour de France. Dis-nous en plus. Après avoir fait le Tour de France, avoir débuté à Lille, le Tour est enfin en Savoie aujourd'hui, après avoir monté la France tout doucement, parce que on est passé aux Pyrénées d'abord, le Pyrénées avant les Alpes cette année, une étape au Mont Ventoux qui a été exceptionnelle, où on a vu un Français victorieux, l'étape à Valence et enfin aujourd'hui 2 étapes de Savoie consécutives, donc aujourd'hui entre Vif et Courchevel, après avoir grimpé le col de la Loze. Demain, ils seront du côté d'Albertville et rejoindront la Plagne, une étape entièrement en Savoie. En revanche, aucune étape en Haute-Savoie cette année, donc voilà, un peu dommage. À noter la magnifique victoire, comme je l'ai dit, au sommet du Mont Ventoux de notre Français Valentin Paré-Peintre. Et oui, au Savoyard également. Exactement, formation de belge de la Soudal Quick-Step, donc ça a été un événement incroyable. On sait que les favoris ne lâchent pas beaucoup d'étapes en ce Tour de France, donc ça a été une magnifique sensation de le voir, une magnifique émotion aussi pour lui, même si cette année il n'a pas joué forcément le classement général, il était plutôt loin, je crois qu'il est à un peu plus de 2 heures, donc ça a été une journée pour lui. On sait que des fois il y a des coureurs qui ciblent certaines étapes parce qu'ils connaissent un peu le secteur, spot, etc., qui travaillent certaines montées, donc c'était impressionnant. La première victoire française sur ce Tour de 2025, qui a été globalement... alors intrinsèquement, les performances sont exceptionnelles. On a vu les favoris battre des records qui dataient un peu des années 2000, notamment la montée du Mont Ventoux qui a duré un peu moins de 55 minutes, donc c'est tout simplement exceptionnel. Il y a des records qui sont tombés de Armstrong, de Pantani, mais c'était exceptionnel de suivre ça. C'est vrai que il faut mettre en avant aussi ces performances qui sont folles. On parlait de sport avec de la résistance, notamment avec l'escalade. Là, c'est de l'effort pur et dur. Donc j'aime bien saluer ça parce que on s'en rend pas compte. Là, ils sont à 66 heures de vélo en 18 étapes. C'est la folie. Donc voilà, pour faire un petit point, le Tour va sûrement être remporté par le Slovène Tadej Pogačar qui devance Vingegaard et le jeune Allemand Florian Lipovic. C'est un tour. J'ai vu des tours avec plus de suspense, mais c'était quand même un très beau tour. Donc c'était agréable de suivre ça. On va faire un petit parallèle aussi avec le Tour féminin qui va passer ici fin juillet, début août. Notamment avec les 3 dernières étapes qui vont passer entièrement dans le coin, donc c'est super. Comprendra 9 étapes du 26 juillet au 3 août. Elle traversera la Savoie et la Haute-Savoie pour le coup. L'étape 7 commencera à Bourg-en-Bresse, finira à Chambéry, avec notamment le col du Granier. Donc ce sera cool de voir un aussi beau paysage que le nôtre. L'étape 8 de Chambéry à Saint-François-Longchamp, et le col de la Madeleine qui a été d'ailleurs fait aujourd'hui par les coureurs du Tour de France. Et ensuite, la dernière, du Pré-sur-Arly à Châtel jusqu'à le Corbier. Donc c'est une belle étape. Je pense qu'ils vont devoir aussi s'employer pour parcourir toutes ces étapes, nos coureuses, donc ce sera intéressant de suivre ça. Et puis Chambéry qui a vraiment mis un beau dispositif avec pas mal de pubs, donc on espère que ça ramènera énormément de monde. On voit un peu de partout les maillots jaunes, les maillots verts, les maillots à pois, donc je pense que ce sera une belle fête du côté de Chambéry et dans les alentours, parce que ça va un peu monopoliser un peu le coin, donc on sera obligé de voir ça. Il est vrai que même les bus de la ville sont décorés. Exactement. En tout cas, ils portent désormais les maillots, tout à fait. Pour en revenir au Tour de France masculin, on a eu la victoire de l'Australien Ben O'Connor aujourd'hui en haut de Courchevel. Ça a été une étape incroyable. D'ailleurs, il pleuvait en haut de Courchevel alors qu'il fait très beau actuellement ici. C'est aussi la beauté du sport et la beauté du Tour qui a été encore une fois attachant cette année, parce que quand c'est fini, tu es un peu triste de rattendre un an, donc c'était agréable. Maintenant, une prolongation avec le Tour féminin qu'on attend
qu'on attend très vite. Il est vrai que tu as raison, ce Tour de France, il est en place depuis de nombreuses années, il est populaire, il traverse des départements, des régions, de la France entière. Et à chaque fois, c'est vrai qu'on a plaisir à regarder nos paysages, nos vallées, nos sommets, etc. C'est vrai que c'est une belle fête. Tout à fait. C'est un feat entre la sieste et le sport. Ouais. Il faut se réveiller au bon moment pour avoir les meilleurs moments, mais le Tour reste emblématique et l'un des rendez-vous de l'été absolument. Donc voilà. Tout à fait. Avec notamment un Français dans le top 10 cette année, Kevin Vauquelin, qui a fait des performances exceptionnelles, qui a toujours su monter à son rythme et ne pas exploser comme certains. Donc c'est une performance à louer. Non, très juste. Du foot cette fois-ci avec le FC Annecy. Exactement, on a la 4e semaine de prépa déjà, donc on a l'impression que les mecs n'ont pas eu de vacances. Qui était en stage en Suisse à Crans-Montana, avec 2 matchs de prépa déjà, une victoire contre Vevey, 4-1, mais une équipe qui est en 3e division suisse, et une lourde défaite face à Sion qui est en Ligue 1 suisse, 3-0. Donc on ne sait pas vraiment où se situer avec Annecy. On espère que ils seront encore dans les performances de l'année dernière, parce que je pense que la Ligue de cette année va être encore très élevée au niveau du niveau, au niveau aussi le fait que la Ligue 2 soit un peu stabilisée depuis ces dernières années, parce que depuis la réduction des équipes dans toutes les divisions, on a eu du mal à se stabiliser pour certaines équipes, et je pense que là le rythme a été trouvé, donc la concurrence va encore plus se relever, et on aura pas mal de différences. On sait aussi que la Ligue 2 était très serrée, avec peu de points entre les premiers barragistes pour la relégation et ceux qui montaient. Donc cette entame de Ligue 2 va être très importante. On le rappelle, ils commenceront leur saison à Pau, mais ils auront encore pas mal de matchs de prépa, notamment contre Dunkerque, Villefranche, Palerme et Clermont. C'est bien aussi de diversifier les adversaires pour les méthodes de pressing, etc. Ouais. Je pense que je suis pas mal allé voir de matchs en division suisse, et voilà, c'est bien aussi de se pencher sur ce cas-là. Les équipes suisses repartent beaucoup de derrière avec pas mal de ballons, donc c'est aussi une bonne méthode pour les matchs amicaux de se préparer pour certains pressings, etc. Avoir pas mal de phases de configuration à adopter pour Annecy. On espère qu'ils finiront bien cette préparation pour entamer le mieux possible du coup ce premier match face à Pau, qui sera à l'extérieur, on l'avait dit là il y a 2 semaines. On a appris aussi le départ de Capit Djoko, qui était l'attaquant français de 29 ans, arrive en 2024 de Bastia. Il s'envole pour Sochaux. 55 matchs sous les couleurs d'Annecy en 2 ans, c'est vraiment pas mal. Donc on le remercie et on lui souhaite le meilleur du côté de la Franche-Comté. Bien entendu, une page basket avec le ex-Maurienne Savoie Basket. Cette saison, c'est l'ASMB qui a terminé avec la meilleure attaque du championnat grâce à 89,6 points inscrits par rencontre en moyenne. Donc on voit la patte Kenny Grant qu'on avait reçue en début de saison l'année dernière qui a vraiment marché, et ça sur une seule saison, donc c'est exceptionnel. On espère que le ex-Maurienne Savoie Basket arrivera à conserver cette éthique d'équipe offensive, même si on dit souvent que la défense fait gagner des titres et que l'attaque fait gagner des matchs. Il faudra être solide pour conserver cette éthique. En fait, je pense que c'est primordial de garder une image plutôt que de chercher un entre-milieu qui fait peut-être défaut des fois et fait descendre certaines équipes. Là, je pense que c'est bien aussi de garder ce côté offensif, même si ça n'a pas forcément payé au niveau de la fin de saison. On a eu un nouveau renfort aussi à l'intérieur avec l'hispano-américain Son Smith, qui a 29 ans, un poste 4 de 2m3, c'est pas Wembanyama. L'intérieur mobile expérimenté, il y a eu un passage remarqué en Bulgarie, ce qui a tapé dans l'œil des dirigeants. Ça leur a totalement convaincu et qui pourra apporter au groupe pour la saison prochaine. Donc à suivre. Tout de bon en tout cas. Exactement. Voilà, tout de bon. Nos clubs, nos équipes sont repartis à l'entraînement, en tout cas pour beaucoup en tout cas. Donc ça promet, et on a hâte une nouvelle fois de suivre ces statistiques. Merci Driss à nouveau pour ton expertise concernant les résultats de nos clubs. Les amis, pour cette dernière, j'avais également envie de faire un petit bilan de cette saison. Cette saison encore, l'émission 9-2 Parté a été très dynamique, avec une 20aine d'émissions en live plateau, une 60aine d'invités, des rencontres très enrichissantes,
des invités exceptionnels, allant de nos clubs locaux, en passant par des événements sportifs de notre territoire, mais aussi où nous avons eu la chance de recevoir, à plusieurs reprises de grands champions, voilà, de notre territoire qui portent avec fierté, les couleurs locales, mais aussi pour beaucoup tricolores. Alors Justine et Driss, je pense que vous avez également apprécié. Ah ouais, bah oui, en fait, on a reçu tellement de personnes variées, enfin de sports aussi différents. On en a tous appris, je pense, autour de cette table. Et ouais, de toute façon, Radio Grand Lac, c'est une expérience hyper enrichissante, peu importe le sujet, mais là, comme c'est le sport qui nous intéresse, c'était super. Enfin, moi, j'ai adoré en tout cas, même passer un jeudi sur deux avec vous trois, enfin vous deux, nous trois, avec vous deux autour du plateau, c'était trop bien. Driss, ouais. C'est vrai que la diversité des sports qu'on accueille ici sur le plateau, c'est incroyable. Parce que chaque jeudi où on est là, on a l'impression d'en savoir plus un peu sur chaque sport, d'avoir aussi l'intimité d'une préparation, l'intimité d'un sportif de haut niveau sur le long terme, c'est toujours agréable. Moi, c'est ce que j'aime, c'est d'être proche de certains athlètes, et c'est un rêve que moi aussi j'avais quand j'étais plus jeune, et forcément de pas pouvoir le vivre et de le vivre à travers nos invités, c'est exceptionnel. Moi, c'est ce que j'aime le plus, les insides, savoir comment un athlète de haut niveau marche, même localement. Donc voilà, c'est une expérience que je vis depuis 2 ans, qui est exceptionnelle. Donc j'aime beaucoup faire ce que je fais déjà. Oui, il est vrai que c'était encore une saison assez dynamique, où en effet, comme vous le rappelez tous les deux, c'est une chance de pouvoir aller au contact, aller à la rencontre, aller parfois dans l'intimité de certains athlètes. Et c'est vrai que je pense qu'on a tous eu un peu ce rêve de gosse, de se dire peut-être qu'un jour on le sera ou pas, mais qu'importe. En tout cas, on reste en tout cas, comme on dit, les pieds sur terre et lucide. Et en tout cas, on a toujours à cœur, en tout cas, d'aller à la rencontre de nos jeunes pépites. Donc c'est vrai que c'était encore une très belle saison. Justine, forcément, c'était ta dernière, en tout cas, pour cette saison. On ne sait pas ce que l'avenir le sera, mais en tout cas, voilà, tu as d'autres challenges. Et moi, je voulais te remercier, en tout cas, pour tout ce que tu as fait ici à Radio Grand Lac. Tu es arrivé en 2023, et très vite, tu nous as régalé avec tes chroniques. Tu étais notre voix féminine, tu as fourni un travail exemplaire où tu as démontré ton potentiel à chaque émission. Tes chroniques étaient cadrées, structurées. Alors c'est le jour J, et forcément demain ça sera un autre challenge. Et quelle joie, quelle fierté, quel privilège d'avoir été à tes côtés avec Driss, forcément, cette belle équipe pour animer cette belle émission de sport. Alors en tout cas, sache que tu vas laisser un grand vide sur le plateau, et juste pour ça, on voulait te remercier. Alors merci Justine. Merci à vous. Moi aussi, j'allais pas partir sans remercier tout le monde. Donc ce soir, c'est malheureusement la dernière pour moi, pour le moment en tout cas. Et j'espère que c'est qu'une pause au final, et que on espère aussi. Je reviendrai. Maintenant, pour le moment, je dois mettre la radio entre parenthèses pour me consacrer à mes études, et notamment à un concours que je dois passer l'année prochaine. Et en attendant mon retour, je tenais à remercier du fond du cœur toutes celles et ceux qui ont rendu cette aventure possible, parce qu'un jour on m'a appelé, Sandra, elle m'a dit on a besoin d'une voix féminine pour Radio Grand Lac, et j'ai dit allons-y, alors que j'avais jamais fait de radio de ma vie. Elle savait juste que je regardais un peu le sport, mais c'est tout, j'avais jamais parlé à la radio de ma vie. Donc déjà merci à Sandra qui m'a permis de faire ça. Merci à Thomas et Driss avec qui j'ai partagé cette superbe saison à l'antenne. Driss l'année dernière aussi, toujours dans la bonne humeur et avec passion. Et merci aussi à Adrien qui m'a ouvert les portes l'année dernière, les portes de l'équipe. Pense fort également. Ouais. Et qui a su, qui m'a fait confiance en fait dès le départ, alors qu'il me connaissait pas, pareil. Donc il s'est dit allons-y, pareil. Et donc merci à lui. Merci à tous les bénévoles, à la famille de Radio Grand Lac, ceux qui donnent de leur temps, de leur voix et de leur créativité pour faire vivre les émissions jour après jour. Et puis merci à Sandra, Jean-Pierre et Laurine
qui pilote cette radio avec énergie, bienveillance et engagement au quotidien. Donc voilà, cette expérience, elle aura été riche en émotions, formatrice et humaine. Elle restera gravée, je pense, un bon moment, même toute ma vie dans ma mémoire. Donc merci, et puis merci aux auditeurs aussi. Et puis à bientôt, je l'espère en tout cas. Mais oui, bien sûr, nous aussi on l'espère en tout cas. Merci beaucoup Justine, en tout cas voilà, une nouvelle fois pour tout ce que tu as apporté, pour tout ce que tu as fait et voilà, pour ta bienveillance, ta bonne humeur et en effet, je rejoins complètement tous tes propos au sujet forcément de cette belle radio et ça aussi on peut pas l'enlever, c'est aussi cette belle famille avant tout et cette passion forcément. C'est surtout ça qui va nous manquer tout aussi, à fait. C'est les moments passés avec la famille Radio Grand Lac. Bien sûr, bien sûr. Driss également, un grand merci à toi. Tu as été exceptionnel, tu nous as également régalé toute cette saison avec un suivi très pointilleux concernant nos clubs, plutôt le côté data, statistique. Alors forcément, là aussi, c'est une belle fin de saison également. Donc voilà, je tenais aussi à te remercier. Comme tu le disais, j'ai aussi forcément une grosse pensée pour cette grosse équipe qui bosse en régie, qui font que Radio Grand Lac, eh bien, c'est cette belle machine qui tourne bien, mais à échelle familiale. Je pense à Sandra, Jean-Pierre forcément, Laurine également à la com qui fait un grand travail. Donc voilà, également un grand merci à ces 3 personnes sans qui Radio Grand Lac ne serait pas là. Et puis comme tu le disais Justine, et bien évidemment toutes les personnes, tous les passionnés dans les diverses émissions. Voilà, c'est plus de 35 émissions. Donc ça fait du monde en tout cas. Donc en tout cas bravo à tous. Et puis moi forcément, eh bien j'ai pris énormément de plaisir à travailler avec vous en tout cas. Voilà, Et on te remercie surtout parce que tu es sans doute la personne la plus rigoureuse que j'ai rencontrée et la plus dynamique. Donc merci à toi et merci d'avoir autant de prise d'initiative comme tu l'as fait. Donc c'est incroyable. Et puis de bienveillance envers nous aussi. Exactement. Je pense qu'il a toujours les bons mots pour nous aider quand on a besoin pour préparer tout ça et puis même à l'antenne. Donc merci à toi aussi, c'est grâce à toi aussi. Merci beaucoup en tout cas, ça me touche vraiment. Les amis, il est déjà l'heure de rendre l'antenne. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de 9 de 1 Parté. On se retrouve bien évidemment le jeudi 11 septembre à 18h pour la rentrée. En attendant, on reste en contact via les réseaux sociaux de Radio Grand Lac. Nous vous souhaitons forcément un très bel été. Profitez-en et à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac 92.1 FM. Radio Grand Lac sur 92.1 et en DAB. Radio Grand Lac, votre été commence ici.